Antoine Durand avait 36 ans quand il découvrit que les mots les plus importants sont parfois ceux qu'on murmure dans l'obscurité. Cet assistant exécutif et père célibataire s'agenouilla à 2 heures du matin dans les soins intensifs, tenant la main immobile de la femme qui dirigeait un empire de 800 millions d'euros. Ses doigts calleux entourèrent sa main pâle et sans vie. Les machines bipaient, les néons bourdonnaient, et Antoine, qui avait passé 5 ans comme son assistante invisible, dit enfin les mots qu'il avait enterrés pendant 1000 jours silencieux. « S'il te plaît, ne meurs pas, tu es celle que j'ai toujours aimée. » Il ne savait pas qu'elle pouvait l'entendre. Chaque mot. Isabelle Laurent, la PDG qui ne laissait jamais personne s'approcher, était piégée dans son propre corps, écoutant la seule confession d'amour qu'elle ait jamais reçue, qui signifiait vraiment quelque chose. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Passons maintenant à l'histoire. Le réveil indiquait 4h47 quand Antoine Durand ouvrit les yeux, 8 minutes avant qu'il ne soit censé sonner. Il s'était entraîné à se réveiller tôt pour voler ces moments silencieux avant que le monde exige tout de lui. Le petit appartement du 11e arrondissement était encore sombre, la seule lumière venant du lampadaire extérieur qui peignait des rayures ambrées sur le plafond fissuré. Cette lumière douce avait quelque chose de réconfortant, un rappel constant que même dans l'obscurité la plus profonde, il y avait toujours une source de clarté quelque part dans ce monde impitoyable. Il resta allongé exactement 40 secondes, comptant ses respirations lentes et régulières avant de balancer ses jambes par-dessus le bord du lit. C'était un rituel qu'il avait développé au fil des années, une façon de centrer son esprit avant que la journée commence vraiment, avant que les responsabilités et les soucis ne l'engloutissent complètement. Les lames de parquet grinçaient sous ses pieds nus tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine, prenant un soin particulier à éviter l'endroit près de la porte de la chambre de Sophie, qui gémissait toujours trop fort et risquait de réveiller sa fille. Dans la cuisine exiguë, Antoine bougeait avec la précision méticuleuse d'un homme qui avait mémorisé chaque centimètre de son domaine limité. Il cassa 2 œufs frais dans un bol en porcelaine blanche, remarquant distraitement la façon dont leur jaune doré contrastait avec la surface immaculée. Il les battit avec une fourchette jusqu'à ce qu'ils deviennent d'un jaune pâle et crémeux, une couleur qui lui rappelait toujours les cheveux de Sophie quand elle était bébé, ses boucles soyeuses qui attrapaient la lumière du soleil. Il versa le mélange onctueux dans une poêle qui se réchauffait déjà sur la cuisinière. Regardant avec satisfaction les œufs commencer à prendre forme sous la chaleur douce et contrôlée. Le pain. 2 tranches de pain complet que Sophie préférait maintenant qu'elle grandissait et développait ses propres goûts, alla dans le grille-pain avec un clic familier. Le jus d'orange sortit du réfrigérateur, celui qu'il avait choisi spécialement parce qu'il était sans pulpe, exactement comme elle l'aimait depuis qu'elle avait décidé que les petits morceaux flottants étaient dégoûtants. Chaque mouvement était délibéré, efficace, né de 6 longues années à faire cela seul, à être à la fois père et mère pour une petite fille qui méritait tellement mieux que ce qu'il pouvait lui offrir. 6 années depuis qu'Emma avait fermé les yeux pour la dernière fois, sa main devenant graduellement froide dans la sienne, pendant que leur fille de 3 ans dormait paisiblement dans la petite chaise d'hôpital, complètement ignorante que son monde était sur le point de se briser en 1000 morceaux irrécupérables. Il se souvenait encore de cette nuit avec une clarté douloureuse qui ne s'estompait jamais. Emma allongée dans le lit d'hôpital stérilisé, sa peau déjà trop pâle, trop translucide, marquée par des mois de traitements épuisants qui n'avaient finalement servi à rien. Les médecins avaient dit que la fin viendrait rapidement, mais Antoine n'était pas préparé pour la façon dont le silence absolu s'installerait dans la chambre. Comment les machines s'arrêteraient une par une dans une symphonie de mort, comment l'amour de sa vie pourrait simplement disparaître, laissant derrière elle un vide impossible à combler. Antoine avait reconstruit leur monde brisé avec une détermination féroce. Morceau par morceau, œuf par œuf, matin par matin, il avait créé une nouvelle normalité pour eux deux. C'était la seule façon qu'il connaissait pour continuer à avancer, pour honorer la promesse sacrée qu'il avait faite à Emma dans ses derniers moments précieux. « Prends soin de notre petite, aime-la assez pour nous deux, ne la laisse jamais oublier à quel point elle était aimée. »
Le bruit familier de petits pieds traînant sur le sol carrelé le ramena brusquement au présent. Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux châtains emmêlés par 8 heures de sommeil profond, son ours en peluche rose préféré, celui qu'Emma avait acheté le jour de sa naissance, pendant mollement d'une main fatiguée. Elle avait 9 ans maintenant, tout en jambes maigres et yeux curieux qui semblaient absorber chaque détail du monde complexe qui l'entourait. Chaque fois qu'Antoine regardait Sophie, c'était comme voir un fantôme d'Emma sourire à travers le temps. Elle avait hérité de la même façon gracieuse d'incliner la tête quand elle réfléchissait profondément à quelque chose, la même détermination tranquille mais inébranlable dans ses yeux verts expressifs, le même petit sourire en coin qui apparaissait quand elle était particulièrement satisfaite d'elle-même. Sophie bâilla longuement, frotta ses yeux encore lourds de sommeil avec sa main libre et traîna vers la table de la cuisine sans prononcer un seul mot. Elle n'était définitivement pas du matin, sa fille. Mais elle avait appris au fil des années à être présente quand même, parce que c'était ce que leur petite famille reconstituée faisait depuis toujours. Ils se présentaient l'un pour l'autre, peu importe les circonstances, peu importe à quel point c'était difficile. C'était une leçon qu'ils avaient apprise ensemble dans les mois terrifiants et douloureux après la mort d'Emma, quand le monde semblait soudainement trop grand, trop vide, trop silencieux pour eux deux. Antoine fit glisser les œufs brouillés parfaitement cuits sur une assiette en céramique bleue, celle qu'Emma avait choisie lors de leur voyage de noces à Provence et qu'il continuait à utiliser parce que cela lui donnait l'impression qu'elle était encore présente d'une certaine façon. Il ajouta 2 tranches de pain grillé doré avec juste une fine couche de beurre demi-sel. Jamais trop, jamais trop peu, parce qu'elle avait développé des préférences très précises et qu'il avait mémorisé chaque détail de ses goûts. Il plaça l'assiette devant elle avec la même attention méticuleuse qu'un chef étoilé présentant son plat signature à un critique gastronomique exigeant. Il versa ensuite un verre de jus d'orange dans son verre préféré, celui avec des petites fleurs peintes à la main qu'elle avait choisi elle-même lors d'une visite au marché aux puces quand elle avait 6 ans. Il s'assurait toujours qu'il n'y avait pas de bulles suspectes à la surface, parce que Sophie avait développé une aversion inexplicable mais absolue pour toute forme de carbonatation dans ses boissons. Il plaça le verre exactement à la bonne distance pour qu'elle puisse l'atteindre facilement sans avoir à s'étirer, puis s'assit calmement en face d'elle avec sa propre tasse de café fumant. Le café était devenu son seul petit vice personnel maintenant, le seul moment de la journée où il s'autorisait quelque chose de purement égoïste, quelque chose qui n'était destiné qu'à son propre plaisir. Il le buvait noir, fort, amer, comme s'il cherchait à se punir pour tous les plaisirs qu'Emma ne pourrait plus jamais goûter. Ils mangèrent ensemble dans un silence confortable et fille. Et familier, le genre de silence paisible et complice qui n'existe qu'entre les gens qui ont appris à se comprendre parfaitement, sans avoir besoin de mots, qui peuvent communiquer entièrement par des regards subtils, des gestes tendres et des habitudes partagées. Antoine observait Sophie manger avec cette attention constante qu'il avait développée depuis la mort d'Emma, notant automatiquement comment elle mangeait toujours ses œufs en premier, puis son pain en petits morceaux soigneux, gardant religieusement le jus d'orange pour la toute fin du repas. C'était un de ces petits rituels quotidiens qui donnaient une structure rassurante à leur monde soigneusement reconstruit, ces habitudes apparemment insignifiantes qui créaient un sentiment de normalité et de sécurité dans une vie qui avait été complètement bouleversée par la tragédie. Ces moments étaient précieux pour Antoine. Ils représentaient la stabilité, la continuité, l'amour inconditionnel qui survivait même à la mort. Quand Sophie termina son petit déjeuner avec sa lenteur habituelle, elle leva ses yeux verts vers lui et lui offrit ce sourire spécial, ce petit sourire privé et intime qui n'existait que pour lui, qui contenait tout leur amour mutuel, leur compréhension profonde et leur complicité silencieuse. Ce sourire était devenu son ancre émotionnelle, la chose qui lui rappelait chaque matin pourquoi il se levait, pourquoi il continuait à se battre, pourquoi il refusait de se laisser submerger par le chagrin qui menaçait constamment de l'engloutir. « Merci, papa », dit-elle de sa petite voix encore enrouée par le sommeil.
Et ces deux mots simples mais sincères suffisaient à rendre tout le reste de son existence valable et significatif. Toutes les nuits blanches passées à son chevet, quand elle était malade et fiévreuse, tous les sacrifices financiers considérables qu'il avait faits pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour grandir heureuse et épanouie. Toutes les innombrables fois où il avait mis ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres rêves complètement de côté. Tout cela en valait la peine pour ce moment précieux, pour ce sourire radieux, pour ces mots emplis d'amour pur. Antoine tendit sa main calée à travers la petite table et serra doucement la sienne, ses petits doigts encore tièdes et doux du sommeil réparateur de l'enfance. « Toujours, ma chérie. Maintenant, va t'habiller pour l'école. Nous devons partir dans exactement 18 minutes si nous voulons éviter les embouteillages du matin. » Il regarda Sophie se diriger vers sa chambre d'un pas encore un peu traînant, son ours en peluche rose traînant affectueusement derrière elle sur le sol, et ressentit cette vague familière d'amour protecteur mélangée d'une anxiété constante qui le submergeait parfois sans prévenir. Elle était si petite encore, si innocente, si vulnérable dans ce monde impitoyable. Et pourtant, elle faisait preuve d'un courage et d'une résilience qui l'étonnaient et l'inspiraient chaque jour. Elle avait affronté la perte déchirante de sa mère avec une force intérieure que beaucoup d'adultes n'auraient jamais pu rassembler. Bien sûr, il y avait eu des nuits extrêmement difficiles, des cauchemars terrifiants qui la réveillaient en pleurs, des questions déchirantes sur la mort et l'au-delà auquel il ne savait pas comment répondre sans mentir ou sans l'effrayer davantage. Mais Sophie avait trouvé un moyen remarquable de grandir autour de sa douleur, de la porter avec elle sans en être écrasée, de transformer son chagrin en une forme étrange de sagesse précoce. Le trajet jusqu'à l'école Sainte-Geneviève prenait généralement 12 minutes, quand la circulation parisienne était fluide, ce qui n'arrivait pratiquement jamais, et 28 minutes interminables quand elle était bloquée, ce qui était malheureusement la norme. Ce matin particulier tombait quelque part entre les deux extrêmes, et Antoine utilisa consciencieusement ce temps de conduite pour repasser mentalement sa liste détaillée et méthodique de la journée qui l'attendait, une routine organisationnelle qu'il avait perfectionnée au fil de 5 années de travail acharné. Déposer Sophie à l'école en s'assurant qu'elle avait bien tout ce dont elle avait besoin pour son exposé de sciences naturelles sur le cycle de l'eau qu'elle avait préparé avec tant de sérieux. Arriver au bureau à 7 heures précises dans les locaux prestigieux de Laurent Investissement, jamais en retard, jamais une minute après l'heure prévue, parce que la ponctualité était une des nombreuses choses qu'Isabelle Laurent valorisait par-dessus tout. Préparer l'emploi du temps complexe de Madame Laurent, s'assurant que chaque rendez-vous était parfaitement confirmé et que toutes les informations nécessaires étaient impeccablement organisées et facilement accessibles. Préparer son café selon ses spécifications exactes, une science qu'il avait transformée en art véritable après 5 ans d'observation minutieuse et d'attention obsessionnelle aux détails. Préparer ses documents de briefing quotidiens, organisés exactement selon ses préférences particulières et exigeantes, avec les points les plus critiques surlignés discrètement en jaune pâle. Anticiper ses besoins professionnels et personnels avant qu'elle sache qu'elle les avait, c'était sans doute la partie la plus délicate et la plus gratifiante de son travail complexe. 5 longues années qu'il travaillait comme son assistant exécutif principal. Et pendant tout ce temps, il avait appris à lire Isabelle Laurent avec la précision scientifique d'un météorologue expérimenté, apprend à déchiffrer les signes avant-coureurs d'une tempête dévastatrice. Il savait instinctivement quand une crise majeure approchait juste par la façon presque imperceptible dont elle tenait ses épaules. Un peu plus hautes que d'habitude, un peu plus raides, comme si elle se préparait mentalement à affronter une bataille difficile. Il savait quand elle était profondément frustrée par un projet en cours par la façon caractéristique dont ses doigts élégants tapotaient son bureau d'acajou massif. Pas le tapotement régulier et rythmé de quelqu'un qui réfléchit calmement à un problème, mais le rythme irrégulier et saccadé de quelqu'un qui lutte activement contre une irritation croissante qu'elle ne peut pas se permettre d'exprimer ouvertement.
Il savait exactement quand parler et quand maintenir un silence respectueux, simplement en écoutant attentivement le rythme particulier de sa frappe sur son clavier d'ordinateur haut de gamme. Quand elle tapait rapidement et régulièrement, avec des pauses méthodiques et prévisibles, elle était dans sa zone de productivité optimale, concentrée et efficace, et c'était le moment parfait pour être complètement invisible, pour disparaître dans l'arrière-plan et la laisser travailler sans la moindre interruption. Quand sa frappe devenait hésitante et irrégulière, ponctuée de longues pauses contemplatives, c'était généralement le moment où elle pourrait apprécier une interruption bien calculée et opportune. Il avait découvert par pure observation qu'elle préférait son café à exactement 68 degrés. Assez chaud pour libérer tous les arômes complexes des grains sélectionnés, mais pas assez brûlant pour l'empêcher de le boire immédiatement quand elle était particulièrement pressée ou stressée. Il avait fait cette découverte cruciale par accident, un matin où il avait apporté son café habituel et l'avait vu le laisser refroidir pendant exactement 4 minutes avant de le boire. Le lendemain, il avait chronométré scrupuleusement le refroidissement et avait ajusté sa préparation en conséquence. Il savait qu'elle préférait ses rapports financiers organisés par ordre de priorité stratégique plutôt que par simple chronologie. Une préférence qu'il avait découverte après avoir remarqué qu'elle réorganisait systématiquement tous les documents qu'il lui apportait, créant ses propres piles logiques selon l'importance relative de chaque dossier. Maintenant, il effectuait cette organisation préalable pour elle, anticipant sa façon de penser et lui présentant l'information exactement comme elle la voulait. Il savait qu'elle ne prenait jamais de petit déjeuner substantiel, mais s'effondrait invariablement vers 14h30 si personne ne lui rappelait subtilement de prendre un déjeuner nutritif. Il avait observé ce pattern assez souvent pour reconnaître parfaitement les signes précurseurs. Elle devenait légèrement pâle, ses mouvements habituellement gracieux se ralentissaient imperceptiblement, et elle commençait à se frotter les tempes avec cette expression de concentration douloureuse qui signalait une migraine naissante. C'étaient tous ces petits détails apparemment insignifiants qui composaient sa dévotion silencieuse et totale, les filles invisibles mais solides qui le reliaient émotionnellement à une femme extraordinaire qui connaissait à peine son nom complet et qui ne savait pratiquement rien de sa vie personnelle, de ses luttes quotidiennes, de ses rêves secrets. Elle l'appelait simplement Antoine quand elle avait besoin de quelque chose d'urgent, et même cette familiarité relative était un développement relativement récent dans leur relation strictement professionnelle. Sophie bavarda joyeusement et sans interruption sur son prochain exposé scientifique pendant qu'il naviguait dans la circulation matinale de Paris, ses mots se bousculant dans l'excitation pure de partager ses découvertes fascinantes sur le cycle mystérieux de l'eau. Elle avait tout planifié méticuleusement, expliquait-elle avec l'enthousiasme intense et contagieux que seul un enfant de 9 ans peut rassembler pour un projet scolaire qui la passionne vraiment. Antoine écoutait attentivement, avec exactement la moitié de son attention, hochant la tête aux moments appropriés et produisant les sons d'encouragement et d'approbation qu'elle attendait de lui. Mais l'autre moitié de son esprit conscient errait inexorablement là où elle errait constamment ces jours-ci, vers un bureau d'angle spectaculaire au 45e étage de la tour Montparnasse, vers une femme exceptionnelle aux cheveux auburn soyeux et aux yeux verts perçants qui évoluait dans le monde impitoyable des finances internationales parisiennes, comme si elle était littéralement faite d'acier trempé et de détermination cristallisée. Isabelle Laurent avait construit son empire financier colossal à partir de rien du tout. S'était littéralement et métaphoriquement arrachée d'une enfance manifestement difficile, dont elle ne parlait jamais et qu'elle gardait soigneusement enfermée derrière des murailles psychologiques si hautes et si infranchissables que personne dans son entourage professionnel n'osait même essayer de regarder par-dessus. Antoine avait passé 5 années entières debout respectueusement, juste à l'extérieur de ces murailles émotionnelles impénétrables, observant avec une attention constante, apprenant chaque nuance de sa personnalité complexe,
tombant graduellement et irrémédiablement amoureux de la femme remarquable qu'il entrevoyait dans ces moments fugaces et non gardés où elle baissait imperceptiblement sa garde habituelle. Et parfois, dans ces instants précieux et rares où elle pensait que personne ne l'observait vraiment, Antoine attrapait des aperçus bouleversants de ce qui se cachait derrière son armure professionnelle impeccable. Il y avait eu cet éclair déchirant de solitude profonde et primitive dans ses yeux lors de cette soirée de gala d'entreprise en décembre. Quand tous les collègues parlaient avec animation de leurs plans familiaux chaleureux pour les vacances de Noël et qu'elle était restée silencieuse, souriant poliment, mais avec une tristesse fondamentale qu'elle ne pouvait pas tout à fait dissimuler derrière son masque social parfaitement rodé. Il y avait eu la façon révélatrice dont ses épaules se contractaient automatiquement et défensivement chaque fois que son téléphone professionnel sonnait et que l'identité de l'appelant affichait « Maman ». Un nom qui devrait théoriquement apporter du réconfort et de la chaleur, mais qui semblait instead la remplir d'une appréhension viscérale qu'elle tentait désespérément de cacher à son entourage professionnel. Il y avait eu l'épuisement émotionnel et physique qu'elle essayait si désespérément de dissimuler sous son maquillage toujours parfaitement appliqué, et sa rhétorique professionnelle acérée qui pouvait découper les excuses et les mensonges en lambeaux avec une précision chirurgicale. Antoine avait appris à déchiffrer parfaitement les signes subtils. Les lignes de stress légèrement plus prononcées autour de ses yeux expressifs. La façon dont elle tenait sa tasse de café en porcelaine un peu trop fermement. Le tremblement presque imperceptible dans sa voix, habituellement parfaitement contrôlé quand elle était poussée au-delà de ses limites normales. Il voyait absolument tout cela avec la clarté douloureuse et obsessionnelle de quelqu'un qui observe l'objet de son affection secrète avec une attention méticuleuse et constante. Il aimait passionnément tout cela, sa force remarquable, sa vulnérabilité cachée et soigneusement protégée, sa détermination féroce et inébranlable, même sa froideur apparente qui était manifestement un mécanisme de défense sophistiqué plutôt qu'une véritable indifférence émotionnelle. Et malgré tout cela, il n'avait jamais dit un seul mot révélateur de ses sentiments profonds, gardant précieusement ses émotions enfermées dans son cœur comme un secret potentiellement dangereux qui pourrait détruire l'équilibre délicat de leur relation professionnelle s'il était jamais révélé. Il s'arrêta devant l'imposante école Sainte-Geneviève et Sophie détacha rapidement sa ceinture de sécurité avec l'impatience caractéristique de l'enfance, attrapa son sac à dos lourd de livres et de matériel soigneusement préparé pour son exposé et se pencha vers lui pour l'embrasser tendrement sur la joue avec cette affection naturelle et spontanée d'un enfant qui grandit entouré d'amour inconditionnel et de sécurité émotionnelle. « Je t'aime, papa », dit-elle avec cette sincérité absolue de l'enfance, ouvrant déjà la portière avec l'empressement de retrouver ses amis et de commencer une nouvelle journée d'aventure scolaire et de découverte intellectuelle. Antoine attrapa instinctivement sa petite main avant qu'elle puisse s'échapper complètement, un geste automatique et protecteur qu'il effectuait religieusement chaque matin depuis le tout premier jour où elle avait commencé l'école primaire. « Je t'aime plus que tout au monde, ma petite Sophie. Madame Dubois viendra te chercher aujourd'hui après l'école, d'accord? Je pourrais être en retard ce soir à cause d'une réunion importante. » Il y avait toujours cette possibilité imprévisible dans son travail exigeant. Les réunions cruciales qui se prolongeaient bien au-delà de l'horaire prévu. Les crises financières urgentes qui surgissaient sans prévenir. Les situations d'urgence qui nécessitaient absolument sa présence et son expertise pour être résolues efficacement. Sophie hocha la tête avec la compréhension pragmatique et mature d'un enfant qui avait appris par expérience que parfois, les adultes avaient des responsabilités professionnelles imprévisibles et importantes. Elle embrassa sa joue rugueuse une dernière fois avec tendresse, puis disparut joyeusement dans le flot coloré d'enfants qui convergeait vers l'entrée majestueuse de l'école, son sac à dos rebondissant rythmiquement contre son dos. Ses cheveux châtains brillant comme de l'or sous les premiers rayons du soleil automnal de septembre.
Antoine la regarda attentivement, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement à travers les grandes portes en chêne sculptées de l'école, une habitude protective qu'il avait développée naturellement pendant les premiers jours terrifiants d'école, quand elle était encore si petite, si fragile, si nerveuse à l'idée d'être séparée de lui pendant des heures entières. Maintenant, cette observation matinale était devenue un rituel réconfortant et rassurant, une façon symbolique de s'assurer qu'elle était parfaitement en sécurité avant qu'il puisse concentrer toute son attention mentale sur les demandes sociales complexes et exigeantes de sa journée de travail intensive. Les portes argentées de l'ascenseur s'ouvrirent silencieusement au 45e étage, à 6h57 précises. Et Antoine sortit dans l'élégance sophistiquée et intimidante de la suite exécutive de Laurent Investissement. L'espace avait été conçu par un architecte d'intérieur renommé pour impressionner et intimider en parts égales, créant une atmosphère qui évoquait plutôt un musée d'art contemporain exclusif qu'un bureau d'affaires traditionnel. Le sol en marbre noir de Belgique reflétait parfaitement les lumières LED discrètes du plafond, créant une ambiance qui projetait immédiatement une image de succès financier, de sophistication internationale et de goût raffiné absolument irréprochable. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art contemporain soigneusement sélectionnées par un conservateur professionnel. Chaque pièce unique choisie spécifiquement pour projeter une aura de réussite, de pouvoir et d'influence considérable dans le monde financier parisien. Le bureau de la réception était encore vide à cette heure matinale, ne se remplirait pas avant 1 heure complète. Mais Antoine possédait sa propre carte d'accès magnétique et ses propres routines matinales méticuleusement développées et perfectionnées au fil des années. Il se déplaçait à travers les bureaux silencieux avec l'efficacité discrète d'un fantôme familier et respectueux, allumant les lumières dans une séquence précise qu'il avait minutieusement perfectionnée après des mois d'observation et d'ajustement. D'abord, les lumières toniques principales des couloirs spacieux, ensuite celles de la salle de conférence principale, vérifiant automatiquement que les chaises en cuir italien étaient parfaitement alignées, selon les préférences exactes d'Isabelle, et que les verres en cristal de baccarat étaient impeccablement propres et brillants. Il vérifiait également la température de la pièce avec un thermomètre discret, s'assurant qu'elle était exactement à 21 degrés. La température précise qu'Isabelle préférait pour toutes les réunions importantes avec des clients ou des partenaires financiers internationaux. Dans la petite cuisine professionnelle adjacente au bureau privé d'Isabelle, Antoine commença le rituel quotidien du café, un processus complexe qu'il avait littéralement élevé au niveau d'un art culinaire véritable. Il préparait son café avec le même soin méticuleux et la même attention obsessionnelle aux détails qu'un chimiste renommé pourrait utiliser pour mélanger des composés moléculaires volatiles et potentiellement dangereux. Il commença par sélectionner les grains de café, toujours fraîchement livrés chaque semaine, du torréfacteur artisanal exclusif de la rue des Martyrs, un petit établissement familial qu'il avait découvert après des mois de recherche exhaustive pour identifier exactement le profil de saveurs complexes qu'elle préférait par-dessus tout. Les grains étaient systématiquement moulus ce matin même, jamais la veille, jamais conservés, parce qu'Antoine avait appris par expérience directe que la fraîcheur absolue faisait une différence perceptible et significative dans le goût final du café. L'eau était filtrée 3 fois avec un système de purification haut de gamme et chauffée avec une précision scientifique à exactement 84 degrés, une température suffisamment élevée pour extraire tous les composés aromatiques, délicats et complexes des grains torréfiés, mais pas assez excessive pour créer l'amertume désagréable qu'elle détestait particulièrement. Il chronométrait l'infusion avec sa montre suisse. Exactement 2 minutes et 45 secondes, ni 1 seconde de plus ni de moins. Trop court et le café manquerait de corps et de caractère. Trop long et il développerait cette astringence déplaisante qui lui faisait froncer légèrement les sourcils, avec cette expression de déception qu'Antoine redoutait par-dessus tout. Il versa le café parfaitement préparé dans sa tasse préférée, une création artisanale en céramique blanche mate, sans aucune décoration ni logo commercial,
qu'elle avait personnellement sélectionnées parmi une douzaine d'options luxueuses que le département des achats avait proposées lors de la rénovation des bureaux. Elle avait mentionné une fois, presque négligemment et en passant, qu'elle trouvait les tasses à logo d'entreprise tape à l'œil et vulgaires. Une opinion qu'elle avait exprimée avec ce dédain subtil mais tranchant qu'elle réservait aux choses qu'elle considérait comme du marketing superficiel et du mauvais goût commercial. Il porta la tasse fumante à son bureau, avec la même attention cérémonielle et respectueuse qu'un officiant religieux, portant un objet sacré lors d'une cérémonie solennelle, la plaçant avec une précision millimétrique exactement au bon endroit à côté de son ordinateur portable ultramoderne. À côté du café parfait, il déposa délicatement son emploi du temps détaillé pour la journée, imprimé sur du papier épais, de qualité professionnelle et soigneusement organisé dans un classeur de cuir italien qu'elle utilisait fidèlement depuis des années. Isabelle Laurent arriva à 7h30 précise, comme elle le faisait invariablement chaque jour ouvrable depuis qu'Antoine travaillait pour elle, avec une ponctualité suisse qui ne souffrait jamais la moindre exception. Antoine entendit le carillon distinctif et familier de l'ascenseur, immédiatement suivi par le son reconnaissable et rassurant de ses talons loup-boutin sur le marbre noir. Un rythme particulier qu'il avait appris à identifier instantanément parmi tous les autres bruits du bureau matinal. Ce son caractéristique faisait invariablement battre son cœur un peu plus rapidement, un réflexe pavlovien qu'il n'avait jamais réussi à contrôler ou à supprimer malgré 5 années entières de practice quotidienne et de tentatives de maîtrise de soi. Elle portait un tailleur noir Chanel aujourd'hui, taillé avec une perfection absolue par les meilleurs couturiers parisiens. Chaque ligne du vêtement calculée mathématiquement pour projeter l'autorité incontestable et la compétence professionnelle suprême. Le costume transformait littéralement son corps et lançait en une déclaration vivante de pouvoir financier et d'influence internationale. Ses cheveux auburn brillants étaient coiffés en un chignon bas impeccable qui soulignait parfaitement les angles aristocratiques et les traits délicats de son visage expressif. Belle et complètement, délibérément, stratégiquement intouchable. Elle ne le regarda pas directement en pénétrant dans son bureau spacieux, ne reconnut sa présence dévouée qu'avec un bref signe de tête poli et professionnel dans sa direction générale. Un geste minimal qui était devenu leur salutation matinale standard et immuable au fil des années. Elle se dirigea immédiatement vers son bureau massif, avec l'efficacité remarquable d'une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait accomplir et combien de temps précisément elle avait pour le réaliser parfaitement. Elle prit la tasse de café entre ses mains élégantes, et Antoine retint inconsciemment son souffle comme il le faisait religieusement chaque matin, attendant avec une anxiété à peine contenue ce moment critique où elle prendrait sa première gorgée révélatrice. C'était un test quotidien qu'il s'imposait rigoureusement, une façon personnelle de mesurer sa performance dans cette tâche apparemment simple, mais en réalité extraordinairement complexe et nuancée. Quand elle hocha très légèrement la tête après avoir goûté délicatement le café, un mouvement si subtil et minimal qu'il aurait pu facilement l'imaginer, Antoine ressentit cette bouffée familière et addictive de satisfaction professionnelle, mélangée à quelque chose de beaucoup plus profond, plus personnel, plus dangereux émotionnellement. Isabelle ouvrit méticuleusement le classeur qu'il avait préparé avec tant de soin, ses yeux verts intelligents, parcourant rapidement mais attentivement les informations soigneusement organisées et hiérarchisées. Antoine observa discrètement son expression concentrée, cherchant avec l'expertise d'un professionnel les signes révélateurs de stress, de préoccupation ou d'irritation qu'il pourrait identifier et adresser proactivement avant qu'il ne se développe en problème réel et significatif. C'était une compétence psychologique qu'il avait développée et affinée au fil du temps. Lire avec précision son état émotionnel dans les micro-expressions fugaces qui traversaient occasionnellement son visage habituellement parfaitement contrôlé et impénétrable. La réunion avec Anderson & Associates a été déplacée à 10h30,
dit Antoine, maintenant soigneusement le ton calme et professionnel qu'il avait perfectionné au fil des années, ne permettant jamais à sa voix de trahir ne serait-ce qu'une fraction des sentiments complexes et tumultueux qui bouillonnaient constamment sous la surface de sa façade professionnelle parfaitement rodée. Leur directeur financier a rencontré un conflit d'horaires de dernière minute. Apparemment une urgence familiale sérieuse qui nécessite son attention immédiate. J'ai pris la liberté professionnelle d'ajuster votre déjeuner avec les représentants de la Banque de France en conséquence et de reporter la conférence téléphonique cruciale avec l'équipe de Londres à 16h15 pour accommoder ce changement imprévu. Il continua son briefing matinal détaillé et méthodique, chaque information importante livrée avec la précision militaire d'un rapport officiel. Les rapports trimestriels consolidés sont positionnés sur votre bureau, organisés strictement par priorité stratégique, comme vous les préférez, avec les chiffres les plus critiques et les tendances les plus préoccupantes surlignées discrètement pour faciliter votre révision. L'équipe comptable dirigée par M. Beaumont a identifié plusieurs discrépancies potentiellement problématiques dans les projections du 4e trimestre que vous voudrez certainement examiner personnellement avant la réunion décisive du conseil d'administration de demain matin. Il marqua une pause calculée avant de continuer, sachant par expérience que la prochaine information délicate pourrait assombrir considérablement son humeur matinale généralement stable. Et votre frère Alexandre a appelé 3 fois hier soir entre 20h et 22h30. Il semblait particulièrement insistant et agité, mais après évaluation, je n'ai pas jugé que ces préoccupations constituaient une urgence suffisante pour justifier de vous déranger à votre domicile personnel. J'ai pris des messages détaillés et complets si vous souhaitez les consulter maintenant ou plus tard. La mâchoire d'Isabelle se contracta presque imperceptiblement à la mention de son frère problématique. Une réaction physique si subtile et contrôlée que seul quelqu'un qui la connaissait aussi intimement que Marc l'aurait immédiatement remarqué et correctement interprété. C'était une petite fissure révélatrice dans son armure professionnelle habituellement impénétrable, un rappel douloureux que même les PDG les plus puissantes et les plus accomplies avaient des complications familiales toxiques qu'elles préféraient éviter à tout prix. Alexandre Laurent était un sujet particulièrement délicat et explosif dans la vie d'Isabelle. Antoine avait appris au fil des années que les communications du frère aîné d'Isabelle étaient rarement porteuses de bonnes nouvelles, de félicitations ou de soutien fraternel. Alexandre semblait spécialisé dans les demandes d'argent urgentes, les reproches injustifiés, les manipulations émotionnelles sophistiquées et les tentatives de sabotage professionnel déguisées en inquiétude familiale. Elle ne prononça absolument aucun mot en réponse à cette information délicate concernant son frère, se contentant de hocher la tête une seule fois, avec cette économie de mouvement qui caractérisait toutes ses interactions professionnelles, quand elle voulait éviter un sujet particulier. Antoine interpréta parfaitement ce signal non verbal et se retira discrètement et respectueusement à son propre bureau personnel positionné stratégiquement à l'extérieur de son sanctuaire privé. De là, il passerait les 12 prochaines heures intenses à anticiper méticuleusement chacun de ses besoins professionnels et personnels tout en prétendant ne pas remarquer la façon dont la lumière changeante de l'après-midi parisien attrapait et révélait les reflets dorés secrets cachés dans ses cheveux auburn soyeux. La façon dont ses lèvres se contractaient légèrement quand elle était profondément concentrée sur un problème complexe, la façon dont elle mordillait inconsciemment son stylo Montblanc quand elle réfléchissait intensément à une décision stratégique importante. La journée se déroula avec la précision chorégraphiée d'une danse corporate, parfaitement répétée. Antoine gérait expertement les appels téléphoniques internationaux, filtrant efficacement les demandes urgentes de celles qui pouvaient attendre le lendemain, organisant les priorités selon la logique complexe et nuancée qu'il avait appris à comprendre et à anticiper au fil des années d'observation attentive. Il confirmait méthodiquement les rendez-vous cruciaux,
résolvait proactivement les problèmes logistiques potentiels avant qu'ils ne se manifestent et surveillait constamment l'humeur et les besoins évolutifs d'Isabelle à travers les murs de verre transparents qui séparaient leurs espaces de travail respectifs, mais interconnectés. Antoine Durand était entré dans cette voiture comme un simple assistant, mais il en ressortit comme l'homme qui avait sauvé la vie de la femme qu'il aimait secrètement depuis 5 ans. Isabelle avait appris que derrière ces murailles émotionnelles se cachait un cœur capable d'aimer et d'être aimé authentiquement. Ensemble, avec la petite Sophie, ils découvrirent que les plus belles familles sont celles qu'on choisit de construire avec amour et patience. Antoine ne sauva pas seulement la vie d'Isabelle cette nuit-là. Il lui montra qu'être vue, comprise et aimée pour qui on est vraiment vaut tous les empires financiers du monde. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de noter notre histoire sur 10 dans les commentaires. Si cette histoire d'amour et de rédemption vous a touché, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de récits authentiques qui prouvent que l'amour véritable triomphe toujours. À bientôt pour de nouvelles histoires vraies.